Alors aujourd'hui, Pierre-Olivier, nous sommes en compagnie de Laetitia Gonzalbes, metteur en scène, et de Bertrand Constant, comédien, pour parler de Peggy le visionnaire. Alors pourquoi ce titre de visionnaire concernant Peggy ? Parce que c'est ce qui nous a tous interpellés, en fait, le comédien, l'auteur et moi-même, dans la découverte de Charles Péguy, c'est sa pensée moderne et du coup même futuriste, entre guillemets, puisque atemporelle, et de là est venue la nécessité finalement d'en parler aujourd'hui et de monter cette pièce. Il était d'autant plus visionnaire que c'est presque une blague, c'est-à-dire que quand on l'écoute, quand on lit ce qu'il dit et ainsi de suite, on s'aperçoit que il est, c'est ce que je dis dans une autre interview à un moment donné, il est, on aurait pu dire qu'il était ni de droite ni de gauche. Et je trouve que oui, c'est le moment. Mais je vous jure que c'est pas fait exprès. C'est-à-dire que j'ai dit ça dans une interview il y a 8 mois, donc vous voyez, c'est pas du tout fait exprès. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, était complètement en dehors des clivages idéologiques classiques aujourd'hui ou au début 20e, au moment où il a vécu, pour s'inscrire dans une vision beaucoup plus universelle, beaucoup plus humaniste, si vous voulez. Donc, pour nous, quand on comprend la pensée de Peggy, il y a quelque chose de visionnaire au sens de l'universalité. Dans 1000 ans, ça sera encore juste, ce qu'il a dit. Vous voyez, enfin, c'est notre avis en tout cas. Donc, du coup, c'est vrai que ce titre, ce complément de titre, le visionnaire, nous a paru incontournable au bout d'un moment, quoi. Alors, pourquoi s'attaquer à Peggy alors que c'est un auteur au départ qui a été immensément lu et connu et qui est rentré dans une sorte de purgatoire depuis quelques années? Pourquoi s'intéresser à nouveau à Peggy? Alors, ça vient de moi. J'avais une recherche, je voulais jouer au théâtre. Enfin, il y a aussi une démarche personnelle, si vous voulez, à la source, qui était de vouloir jouer au théâtre, un seul en scène, ainsi de suite. Bon, j'ai cherché des sujets, j'ai trouvé Charles Péguy parmi d'autres, mais je me suis arrêté un temps sur Charles Péguy, et je me suis aperçu que cet homme avait une image tronquée. Donc déjà, moi, ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le grand public, on parle de Charles Péguy par rapport à ce qu'il a pensé. Je ne suis pas un énorme spécialiste de Charles Péguy, mais au moins ce que j'en ai compris, on en parle par rapport à ce qu'il a dit ou écrit dans les dernières années de sa vie, sachant qu'il ne savait pas, lui, que c'était les dernières années, puisqu'il est mort à la guerre à 41 ans. Bon, au début de la guerre. Au début de la guerre, 5 septembre 1914. À 14. Ouais, 14, oui, vraiment au début de la guerre. Donc, mais ça faisait 4 ans, 5 ans que dans ses écrits, il avait fait un retour à la mystique, à la foi chrétienne. Voilà, il le dit lui-même, il a retrouvé la foi de sa jeunesse alors qu'il l'avait perdue un certain temps. Et je pense que les gens, ou les journalistes, les historiens, enfin tout le monde, ou beaucoup de gens, n'ont retenu que ça de lui. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu ce qui ressort. Mais quand on creuse, on s'aperçoit qu'il a dit beaucoup plus de choses que ça, qu'il a écrit beaucoup plus de choses que ça. Il a été parmi le combat de Dreyfus, il a été, à l'origine, il a été avec Jaurès dans le début du socialisme, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus riche que juste ce retour à la foi chrétienne qu'il a eu vers 1910. Voilà. Oui. Donc c'est un peu pour réparer une forme d'injustice finalement. Voilà, exactement. L'image de l'auteur exactement. Qui a même été du coup retiré des programmes scolaires. C'est quand même assez fort pour un auteur français. Et qui n'est toujours pas revenu dans les programmes scolaires. Alors là, on en entend de plus en plus parler. Alors peut-être à la discrétion de certains professeurs vont commencer à s'y intéresser. Ouais. On espère. Et puis... Est-ce que la langue est claire ? Est-ce que pour les gens qui ne connaissent absolument pas Peggy, est-ce que c'est une langue limpide ? Est-ce qu'une langue compliquée ? Alors ça, c'est intéressant parce que pour moi, c'est une langue qui n'est pas aisée, qui n'est pas facile. Autant le fond, quand on creuse, est assez facile à comprendre parce pour moi, il est juste, il est philosophique, mais on sent que c'est l'humanisme, vous voyez, c'est très humaniste. Après, c'est pas forcément facile à lire. Et là, on en vient au travail, concernant notre spectacle, et qui était aussi une des volontés, c'est que le travail de Samuel Bartholin, puis après le travail de Laetitia sur la mise en scène sobre, élégante, vous voyez, simple du spectacle, on en a fait quelque chose d'extrêmement accessible. Et ça, je trouve ça... C'était une de nos volontés. Moi, j'adore la pédagogie. Et je trouve que sur un auteur comme ça,
la vraie difficulté, c'est de le faire comprendre, enfin de le faire découvrir aux gens sans que les gens s'ennuient. Bien sûr. Et ça, Samuel Bartholin l'a particulièrement bien réussi. Et je pense que nous aussi, après, par l'incarnation sur le plateau, on arrive à suivre le parcours de cet homme sans s'ennuyer. En fait, on s'intéressait plus à l'histoire qu'à ses écrits. On n'a pas retranscrit ses textes. Ses poèmes sont assez répétitifs et complexes, notamment les 4 dernières années. Donc, nous, c'est vraiment une pièce biographique, en fait, plus. Alors justement, comment vous l'avez traité, le spectacle? Parce que moi, j'ai vu quelque chose d'extrêmement dépouillé, comme j'aime, au théâtre. Très peu, pas de décor, pratiquement, quelques accessoires, et puis un comédien et un texte. Mais comment vous l'avez mis en scène? Comment vous êtes allé au-devant de ce spectacle? De quelle façon? Avec habité par quelles envies, en fait? Alors, moi, quand on m'a transmis le projet, c'est Bertrand qui est venu me voir, j'ai tout de suite eu confiance au texte de l'adaptation et aux comédiens. Donc j'avais envie de travailler principalement sur ces matières. Et j'estimais pas du tout nécessaire de rajouter. Alors en ce moment, c'est très à la mode, la vidéo, tout ça. Alors c'est pas que je sois contre, mais ça me paraissait pas utile pour transporter en fait le spectateur dans cette histoire qu'on avait envie de raconter. J'ai eu l'impression qu'en fait, avec très peu de choses, simplement de la lumière, du son. On a travaillé aussi, il y a une très belle création musicale qu'a orchestré, enfin quand j'ai orchestré, qu'a conduit Laetitia, avec de la très belle musique qui vient à certains moments du spectacle. Composée musique par d'époque, enfin que vous Non, avez enfin d'époque. Non, c'est une création. C'est une création, c'est une composition. Mais qui fait appel à des références musicales de l'époque de Peggy ou pas du tout? un petit peu, c'est-à-dire que par exemple, on a recyclé l'International, puisqu'à un moment de sa vie, il y a le SFIO. Des chants un peu ecclésiastiques, puisque voilà, il y a la question de l'Église, mais tout a été composé par 2 jeunes compositeurs, Tim McNean et David Enfrein, et on est parti plutôt en fait de l'idée de révéler le sens en fait et apporter comme un deuxième personnage derrière en fait le comédien, que finalement juste souligner l'émotion déjà. C'est vraiment un apport supplémentaire en fait pour guider le spectateur, et du coup avec ce presque rien en fait, une boîte noire, des images, et arriver en fait à se faire sa propre image du lieu, du temps, c'est quand même très biographique comme spectacle. Ouais, voilà, il y a quand même une richesse du texte. Du parcours, de l'histoire, si vous voulez. On raconte déjà tellement de choses à travers ce texte que c'est pas la peine de rajouter, enfin c'est ce que disait Laetitia, c'est pas la peine d'aller rajouter des décors, des films, des images. Si vous aviez eu plus de moyens, vous l'auriez pas... Pas forcément, pas forcément. Non, mais c'est vrai. Pas forcément. Moi j'aime pas prendre le spectateur pour un idiot en fait. S'il peut comprendre, en fait l'idée c'est quand même de transmettre une image, une idée, enfin une compréhension de quelque chose. Et donc voilà, avec le strict nécessaire, il n'y a pas besoin de rajouter pour être sûr qu'ils comprennent voilà, le décor, l'image. Oui, parce qu'en plus, c'est raconté vraiment comme une histoire, ce sont des dialogues. Il y a une quinzaine de personnages, ce sont vraiment des personnages qui se parlent entre eux, donc je change de voix, d'aspect physique entre chaque réplique. On suit une histoire. On est, comme disait Laetitia, il y a quelques phrases de Charles Péguy, mais qui sont remises à l'intérieur même du dialogue pour qu'on sente la pensée de Charles Péguy. Mais à part un peu de poésie, il n'y a pas les textes de Charles Péguy. C'est vraiment un écrit, c'est vraiment une histoire racontée donc par un auteur contemporain d'aujourd'hui qui raconte la vie de façon théâtrale d'un grand poète et journaliste du début du XXe. Mais vous incarnez Charles Péguy en disant « je » ou oui. Vous êtes le récitant? Non, je suis tout le temps, tous les personnages que j'incarne, je les utilise à la première personne du singulier. C'est-à-dire que Charles Péguy, on voit très bien qui est Charles Péguy dans la pièce, puisque j'ai toujours le même... sur le style, on reconnaît Charles Péguy, et il a des interlocuteurs qui viennent discuter avec lui, et systématiquement, on comprend qui est Charles Péguy par le dialogue qui est mis en place. Oui. Mais il y a certaines séquences où il n'y a pas Charles Péguy. Il y a sa mère et sa grand-mère. Donc je joue la mère et la grand-mère. Vous voyez, mais on comprend son enfance. Oui, et puis on ne tombe jamais dans l'anecdotique de toute façon. Hein. C'est complètement crédible. Oui, alors parfois c'est plus léger parce que justement, il ne faut pas non plus faire une conférence. C'était pas on voulait vraiment du théâtre. Oui.
Donc, il ne s'agit pas de faire une conférence sur Charles Péguy, il s'agit vraiment de présenter aux spectateurs un bout de l'histoire de France à travers la pensée de ce poète et journaliste. Alors généralement c'est un metteur en scène qui choisit un comédien, là c'est l'inverse. Oui. Vous aviez une complicité professionnelle déjà, comment les choses se sont faites? Puisque ce serait intéressant que vous parliez de votre parcours, vous aussi, vous avez un parcours personnel très particulier pour un comédien. Vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Alors oui, mon parcours d'abord, effectivement, moi j'ai changé de métier vers l'âge de 30 ans, et au départ en fait je suis Saint-Cyrien, j'ai fait une école militaire, la grande école des officiers. À Couët-Quidan. Voilà, à Couët-Quidan, Saint-Cyr, et j'ai été ensuite lieutenant dans un régiment parachutiste de la Légion étrangère, donc ça a été ma première affectation. Donc voilà, donc j'ai été officier jusqu'à l'âge de 29 ans. J'ai fini capitaine dans l'armée française. Vocation familiale ou vocation? Oui, non contrainte. Mais familiale. Non, mais je tiens à le dire parce que parfois, on est contraint par sa famille. Là, oui. Bien sûr. Effectivement, mon père est Saint-Cyrien, général à la retraite, et ainsi de suite. Donc bon, rien de très original là-dedans. D'accord. Oui, le général. Lui, il a fait une carrière complète pour le coup. C'est énorme. Pas comme moi. Il n'y a pas beaucoup de généraux en France. Il y en a pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de comédiens qui ont été Saint-Cyriens et qui ont laissé tomber pour ce métier. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une révélation Alors non, il n'y a pas de révélation. Il y a une première révélation qui est que je ne veux pas continuer ma carrière d'officier parce que je pense que ma vocation n'était pas assez forte. Elle était là, mais elle n'était pas assez forte pour perdurer dans ce système-là, sans qu'il y ait de problème particulier, si vous voulez. Mais, donc je quitte l'armée, mais je ne sais pas quoi faire. Donc il n'y a pas de révélation sur le métier de comédien. Et donc là, j'ai pris une année sabbatique. Je suis allé en Amazonie dans une mission humanitaire, en gros pour m'isoler un peu du monde, enfin au moins de la société classique ici, et pour mener cette réflexion qui était qu'est-ce que je voulais faire, parce que quand même il fallait bien que je trouve quelque chose. Et en fait là, face à la forêt vierge, je me suis aperçu en réfléchissant que le vieux rêve d'enfant que j'avais, c'était d'être acteur, de faire du cinéma, voilà, j'avais ce vieux rêve. Donc ça a mis quand même du temps à me dire mais comment faire, est-ce que je peux y arriver et tout. Puis je suis rentré en France et j'ai dit moi j'essaye. Voilà. Au moins je me retournerai pas dans 20 ans en disant mais toi tu as toujours voulu être comédien et tu l'as jamais essayé. Et vous avez fait quoi, un cours? Alors j'ai fait un cours. Vous avez été où? Au cours Virio, qui n'existe plus parce qu'il a pris sa retraite, Dominique Virio, mais enfin qui était un cours sympa. Tiens, le même que Guillaume Santou qui vient d'avoir le Molière de Pour Edmond. On était ensemble en cours avec Guillaume Santou. Ah oui. Donc bref. C'est prometteur. Oui, j'espère. Et et puis après je suis parti, sauf que je suis parti à 30 ans comme tout le monde. Enfin comme tout le monde. J'avais aucune connaissance dans le milieu, donc c'est pas tout à fait comme tout le monde. Mais j'ai découvert tout ça, j'ai pris des cours de théâtre et puis j'ai fait mon bonhomme de chemin jusqu'à tourner à la télé, jouer au théâtre, au cinéma, et puis jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez choisi Laetitia pour ce spectacle? Alors voilà, donc ça c'était sur mon petit parcours. Après, comme je vous disais, j'ai fait un peu plus de télé ou de cinéma, on va dire, depuis 7-8 ans, 10 ans, et j'avais vraiment ce désir de retrouver la scène de manière plus concrète. Et c'est pour ça que je suis à l'origine de ce seul en scène. Et évidemment, après, comme moi j'aime bien la richesse du travail à plusieurs, ainsi de suite, j'ai d'abord trouvé Samuel Bartholin pour écrire la pièce, qui était un journaliste que j'avais croisé au Cambodge sur un tournage avec Éric Zonka. On s'était bien entendu intellectuellement, on avait pas mal discuté. Et je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose qui va le motiver. Et on a quand même mis 18 mois à écrire. Enfin, c'est lui qui l'a écrit, mais je veux dire, on a fait pas mal d'allers-retours. C'est vous qui avez choisi le personnage de Péguy ou c'est lui? C'est moi. D'accord. C'est moi qui lui ai proposé ça. D'écrire. Il a ingurgité une dizaine de livres sur Péguy, et puis on a discuté théâtre, que faire, quel style, comment faire. Et ensuite, vers une version qui n'était pas la version définitive, comme je connaissais déjà Laetitia par le métier, et que c'est un texte, enfin je me suis dit que peut-être que Laetitia pouvait aimer ce style, cette pensée, parce que ça pouvait correspondre à ce qu'elle aime intellectuellement en règle générale. Je lui ai fait lire et elle a apprécié, je dirais, d'emblée. Et après, on a commencé à travailler. Alors, le texte n'était pas tout à fait fini, donc on a quand même encore dû le théâtral, enfin bon, le finir, quoi, si vous voulez, dans son travail d'écriture. Et puis après, voilà, Laetitia s'en est emparée au niveau de la mise en scène, et voilà.
je ne sais pas si vous allez prendre ça pour un compliment, mais j'ai trouvé votre démarche pudique et humble. Et je trouve que ça vous correspond bien. J'ai l'impression que vous travaillez de cette façon-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas autoritariste, autoritaire, vous arrivez avec beaucoup de pudeur et d'efficacité sur les textes et sur le travail que vous présentez. Est-ce que ça pourrait résumer un peu l'état d'esprit de votre approche par rapport à Peggy, une espèce d'humilité par rapport à la force du texte? Et de pudeur merci, aussi. je le prends comme un compliment. Bon, alors vous me rassurez. Oui, moi je suis d'accord avec vous d'abord parce que il y a aussi le théâtre qui rend humble, moi je trouve personnellement. C'est-à-dire que Pas tout le monde. oui, alors non, ce que je veux, non, alors, pour préciser ma pensée, c'est que c'est difficile le théâtre. C'est difficile de tenir une salle de 500, 600, 800 places avec vraiment un spectacle intéressant. Donc moi évidemment j'ai envie de ça. Donc le minimum c'est d'arriver avec humilité, de se dire attendez, comment on fait pour vraiment faire un beau spectacle qui va rendre le spectateur pas stupéfait, mais enfin en tout cas qui va l'intéresser. Donc déjà je pense que la démarche d'humilité elle est vitale. Il y a ça, et après il y a aussi la force de Peggy lui-même. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un d'immense par rapport à nous, enfin voilà. Donc c'est lui la star en fait de la pièce, hein. C'est lui qui a parce que cette pièce c'est l'univers, la pensée de cet homme. Voilà, c'est ça que c'est. D'ailleurs on a entre guillemets le soutien de l'amitié Charles Péguy, qui est la grande association Charles Péguy, et ils sont très très heureux de ce spectacle parce que c'est la première fois qu'on voit l'incarnation du personnage sans que ce soit les textes du personnage. Donc pour eux, ils ont l'impression de vivre le Peggy qu'ils étudient depuis des années, quoi, oui, ou qu'ils admirent. Il n'y a pas eu de téléfilm, il n'y a pas eu même de long métrage. Il y en a voir, mais il n'y en a pas de. Ou alors il apparaît peut-être en second rôle, mais je ne me souviens pas d'un téléfilm. Dieu sait qu'il y a eu quand même beaucoup de téléfilms sur des auteurs, des biopics, ce qu'on appelle les biopics. Il y en a, je vois. Alors qu'il y a partout en France des rues Charles Péguy, des lycées Charles Péguy. Des lycées Charles Péguy, évidemment, à Paris. Mort pour la France. Donc, et qu'il est mort pour la France d'une balle dans le front en disant Ah, mes enfants. Oui. Ah, mon Dieu, mes enfants. Ah, mon Dieu, mes enfants. Ouais. Et votre parcours de metteur en scène, vous, ça part d'où Alors, moi, c'est donc l'inverse de Bertrand. Moi, c'est vraiment une vocation. Depuis toujours, je sais que je veux monter des spectacles. D'ailleurs, je m'amusais enfant à monter des spectacles avec mes cousines. Enfin, c'est l'histoire un petit peu de ma vie, mais j'ai commencé par la danse parce qu'au départ j'appréhendais avec difficulté les mots, c'est quelque chose qui m'angoissait et la danse me paraissait être un chemin finalement plus simple, alors que pas du tout. C'est quand je vois en fait la rigueur que demande la danse, en fait c'était bien plus complexe que je l'imaginais, mais en tout cas ça a été mon premier mode d'expression. La danse classique, la danse contemporaine contemporaine et moderne. D'accord. Et puis même jazz années 30, enfin jusqu'aux influences américaines en fait. Et puis un jour, en fait, en ayant un petit peu mûri dans le métier, j'ai eu, je sais pas si c'est le courage, mais en tout cas le courage pour moi, en fait, de me lancer avec les mots. Et du coup, je me suis formée au théâtre. C'est comme ça que j'ai rencontré Bertrand, en fait, au cours d'une formation. Et j'ai expérimenté des choses. Et puis après, en fait, tout s'est enchaîné presque naturellement. Les projets, les rencontres. Moi, je préciserais peut-être quelque chose, parce que je la connais maintenant depuis quelques années, c'est que j'ai l'impression, c'est mon point de vue, hein, dans cette bascule que j'ai un peu justement vécue, parce qu'au moment où on s'est rencontrés, tu allais vers ça, j'ai l'impression que peut-être la danse te suffisait pas pour exprimer ce que tu avais envie d'exprimer au sens politique, philosophique, oui, ce que c'est vrai que je me suis trouvée limitée. Voilà, et que tu t'es peut-être senti un peu limitée et que tu t'es dit qu'avec le théâtre, tu allais peut-être avoir un spectre plus large pour t'exprimer, ainsi de suite. D'ailleurs, dans d'autres de tes mises en scène, dont Karénine, que j'ai vu, il y a de la danse. D'ailleurs, tu réutilises. Alors après, je ne renie pas mon expérience passée. Au contraire, je me sers de tout ce que j'ai pu emmagasiner pour... parce qu'en fait, ça fait partie de moi, donc forcément, c'est dans mon travail. On renie rien. Peggy a eu un parcours incroyable. Hein. Il est passé du libre penseur au mystique. Vous étiez Saint-Cyrien, vous devenez comédien. Tout ça, c'est un tout, quoi. Je veux dire, il y a une logique. D'ailleurs, dans le travail avec Bertrand, le fait d'avoir fait de la danse m'a beaucoup servi parce que, en fait, d'incarner 15 personnages tout seul, sans réplique, enfin, tout se faisait dans le corps, en fait. Donc j'ai pu guider, l'accompagner là-dedans grâce, je pense, à ce parcours de danse, et c'est ce qui m'a aussi excité dans ce travail. Moi, je suis spectateur de base, j'adore Peggy, je connais Peggy depuis longtemps, donc je vais y trouver mon compte, sans problème. Je vais trouver aucune trahison, ni de l'œuvre, ni de l'homme. Je connais pas du tout Peggy.
J'ai une très vague idée de qui il peut être. C'est un nom qui me dit quelque chose très vaguement. Qu'est-ce qui peut me donner envie de vivre, de venir vivre cette heure et quart que l'on va passer ensemble? Est-ce qu'il y a un mot, une phrase qui pourrait me donner envie de venir? Alors pour moi, c'est l'envie en fait de réfléchir sur le monde d'aujourd'hui. C'est finalement une pièce qui permet un effet miroir finalement, et de se questionner à nouveau sur tout ce qui se passe et peut-être y trouver des réponses et finalement s'étonner du fait que ces réponses aient été citées un siècle auparavant en fait. D'où le titre de visionnaire. Voilà. Oui. Pour moi, c'est vraiment le fait que ce soit très actuel, moderne, et que ça aide parce qu'on a besoin en fait dans ce flou en fait. C'est vous qui avez trouvé le titre? Oui, c'est moi. C'est vous, Laetitia, d'accord. S'il y avait des mots, alors c'est des mots, ce que dit des adjectifs, des adjectifs, ce serait quoi? Comme vous dites, ça parle du monde d'aujourd'hui, mais en quel domaine, par exemple? Politique, sociale, politique, sociale, humaniste. Rapport, son rapport à la foi, non? Vous en parlez peu? Si, enfin, il y a. C'est quand même pas ce qu'on a mis en avant. Non, c'est pas mis en avant, mais l'école, l'éducation. L'éducation, c'est le sujet. C'est lui l'inventeur du mot hussard de la République. Oui, exactement. Alors ça, c'est. Il y a un passage le personnage Charles Péguy le dit dans la pièce. C'est une scène en fait entre. Peut-être la République. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'arrive pas à trouver le sens qu'on veut donner à ce mot de République. En fait, la République n'attise pas les passions alors que les religions, oui, par exemple. Et on n'arrive pas à rassembler autour de ça, la République. Et je crois que c'est vraiment ce qui défendait en fait dans tout. Oui, il y a une forme de proposition de sa part. Liberté, égalité, fraternité. Finalement, comment on arrive à construire ça ensemble? Et aujourd'hui, c'est un grand chantier en fait. Qui est toujours remis, d'année en année. Je pense, pour revenir sur votre question tout à l'heure, c'est comme un grand bol d'air frais, si vous voulez, quand on voit ce spectacle par rapport à la pensée politique. C'est-à-dire que on sent quelqu'un qui est resté libre toute sa vie, de penser philosophiquement, sa pensée est restée libre en dehors de toute idéologie, si vous voulez, de son époque, mais ça c'est valable justement à toutes les époques. Il a vraiment su se préserver du carcan idéologique des uns et des autres pour mieux penser librement. Et en plus, c'est quelqu'un qui pensait au service de la société humaine, qui voulait essayer de trouver comment vivre ensemble, nous les humains, si vous voulez, en dehors justement de toute idéologie. Donc, je ne dis pas qu'il avait tout compris, qu'il savait tout, mais en tout cas, aujourd'hui, ça me paraît d'une importance absolue d'apporter cette pierre-là à la réflexion politique et sociétale, humaine qu'on a tous les jours, parce qu'on connaît tous l'actualité de l'Europe et ainsi de suite, du monde, et on ne fait que parler de ça finalement. Et donc, en tout cas, moi je sais que j'ai vu ce spectacle avec un public à 95% de jeunes gens de 16-17 ans. C'est toujours un public difficile, il ne faut pas louper le début de la pièce. Immédiatement, il n'y avait aucune contrainte de leur part, ils étaient bien encadrés, mais il n'y avait aucune contrainte, ils ont accroché d'emblée, on n'a pas entendu une mouche voler, ça a été suivi d'un joli débat, une très grande qualité d'écoute, donc je me suis dit que le public chavillois allait apprécier ce moment. Mais on vous attend au printemps. Bienvenue, on fera une rencontre de l'atelier, Pierre-Olivier, à l'issue du spectacle. Il y a deux personnes dont j'aurais aimé parler, mais on en parlera pendant la rencontre de l'atelier, c'est Romain Rolland et Bergson. Oui. Mais on donne rendez-vous au public pour parler de Romain Rolland, qui eux aussi sont oubliés. On en parle. Romain Rolland, c'est un immense. Qui était le professeur, non c'est Bergson qui était professeur rue d'Ulm de Péguy d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et il avait des compagnons extraordinaires. C'était une sorte de maître vis-à-vis de Péguy. Ouais. Mais je suis pas assez spécialiste pour ces questions pour vous répondre aujourd'hui, mais justement, on se donne rendez-vous pour c'est en janvier. Vous avez parlé du printemps, mais c'est en janvier qu'on se voit. Oui, c'est plutôt cet hiver. En janvier. Et puis on parlera aussi d'Alain Fournier, qui était son compagnon de route, l'auteur du Grand Maulne. Enfin, c'est toute une époque passionnante avec des gens exceptionnels au destin similaire d'ailleurs. Puisqu'Alain Fournier est mort aussi pendant la guerre de 14. Merci, Laetitia. Merci Bertrand. Et puis rendez-vous, non pas effectivement au printemps, mais au mois de janvier, pour ce grand moment qui suivra Edmond d'ailleurs. Exactement. Autre grand moment. 10 jours après. Merci Pierre-Olivier. Merci Hervé.